Scénariste, c'est un métier de bâtard. Il faut savoir une chose, c'est que vous êtes tout seul. Quand vous commencez l'écriture, vous rentrez dans une espèce de tunnel et il n'y a pas de lumière au bout. Et même quand vous êtes persuadé d'être arrivé au bout de la lumière, vous devez le remettre au producteur, vous devez le remettre au diffuseur. C'est des relectures de la part de ces gens-là et ce sera de toute façon des réécritures. Voilà, donc c'est un métier de bâtard et vous êtes tout seul. Il y a un proverbe bouddhiste en forme d'interrogation qui résume très bien le métier de scénariste. Il dit la chose suivante, ce proverbe bouddhiste. La douleur est inévitable, mais la détresse est-elle optionnelle? Je réponds, non, la détresse va avec. Et vous allez en chier grave. Non, parce que je ne savais pas que c'était très bien payé quand j'ai commencé. Moi, il faut savoir que j'ai toujours été un garçon solitaire, pas à la limite de l'autisme, mais j'ai toujours aimé lire. Je déteste les bandes, je déteste les groupes. J'aime bien être tout seul avec moi-même, avec mes livres et ma musique. Et ça remonte quasiment à mon enfance, quoi. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai toujours été tout seul. C'est un état d'esprit, j'ai toujours été tout seul. Et du coup, en vieillissant, j'ai cherché un job où je serais tout seul, où personne m'emmerderait, où j'aurais des comptes de toute façon à rendre, parce que quand on vous paie, eh ben, à un moment ou à un autre, c'est une main qui vous nourrit et vous avez des comptes à lui rendre pour qu'elle continue à vous nourrir. Et je me suis dit, mais je veux avoir ma liberté et ma propre autorité sur ce que je vais faire, sans être à la merci de qui que ce soit. Voilà. Et le métier de scénariste me permettait ça parce que j'arrivais avec un travail qui était très marqué par ma personnalité, qui était aussi très marqué par une volonté personnelle et un vrai point de vue. Chose qui n'existait pas jusqu'à présent, parce que la plupart des scénaristes français, même aux États-Unis, mais on va mettre les États-Unis de côté pendant un petit moment, les scénaristes français en général se mettent au service d'un metteur en scène. Et moi, je me mets au service de personne, même d'un metteur en scène. Je travaille avec le metteur en scène, mais je ne travaille pas pour lui. Je travaille avec un producteur, mais je ne travaille pas pour le producteur. Et avant même de signer pour gagner de l'argent, et ça, tu peux te renseigner dans le métier, je dis au producteur ce que j'ai l'intention de faire. Et c'est seulement une fois qu'il a entendu mon plan, que je lui ai bien déployé, qu'il appelle mon agent. Mais je ne signe jamais un travail sans dire réellement ce que j'ai l'intention de faire. C'est une question d'honnêteté. Parce qu'après, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, toi et le producteur, vous rentrez dans des embrouilles et vous partez fâché et le projet, il est mort. Donc il faut toujours dire ce qu'on a l'intention de faire. C'est une question d'honnêteté. Oh là, il faudrait poser la question à des gens qui sont ultra confirmés comme Zayan, comme notre Paul Schrader, comme même Michel Audiard. C'est un métier en fait où chaque histoire est différente, mais le processus de travail dans la tension, la détresse et la douleur est le même. Mais c'est au fur et à mesure qu'on apprend, et peut-être que dans 15 ans, je pourrais dire que je suis un excellent scénariste. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que les projets sur lesquels j'ai travaillé, et le premier film que j'ai amené, c'est-à-dire le film Un prophète, ça a été des succès commerciaux, des succès critiques. J'ai eu une chance hallucinante, c'est de rencontrer Thomas Langman et Jean-François Richer et Vincent Cassel qui se sont conduits avec moi, qui étaient un petit débutant, comme des princes, et j'ai réussi à vendre ce que je voulais faire. Je l'ai vendu à Thomas Langman. Je lui ai dit, moi Thomas, ce que je veux faire sur Mesrine, c'est ça. Il m'a fait rencontrer Vincent Cassel. J'ai expliqué chez Vincent Cassel, dans son domicile, en présence de Jean-François Richer, comment je voyais le film, comment je voyais le personnage. Et Vincent a tapé dans ses mains, à la Vincent, et il a fait « Ok ». Il a dit à Thomas, je signe. Et j'ai bossé avec des princes. J'ai eu de la chance. D'ailleurs, Jean-François Richer, un jour, face à ma béatitude de débutant, il me disait « Je te préviens, ça ne se passe pas toujours comme ça dans le métier. Là, tu es avec nous, mais sache que c'est un marigot dans lequel il y a pas mal de crapauds et il y a très peu de princes. » Et je l'ai découvert par la suite, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que j'avais une vie avant. J'étais un ouvrier, j'étais un mec de la rue, donc les ont pas fait, je les repère.
Alors, c'est Paul Schrader qui m'a décomplexé. J'ai lu une interview de lui il y a très longtemps parce que je suis un grand admirateur de son travail, ainsi qu'Oliver Stone. Oliver Stone dit la qualité, c'est d'être rapide. Ne passez pas un an sur un scénario parce que au bout d'un moment, s'il ne se fait pas, vous allez être dans une détresse et une dépression terrible. La différence entre un scénario et un livre, c'est qu'un livre reste et qu'un livre peut exister même 50 ans après sa parution, même s'il n'a pas marché. Ça a été le cas du livre de Thackeray que Kubrick a adapté, et tout le monde connaît le film, c'est Barry Lyndon. C'était un livre qui n'a jamais marché, dont personne n'avait entendu parler. Kubrick est tombé dessus. Ce qu'il faut comme qualité, c'est travailler vite, mais vraiment être rapide, concis, et surtout, savoir ce que vous voulez, pourquoi vous faites ce métier. Moi, je suis venu dans ce métier parce que la représentation des Arabes et des Noirs dans le cinéma français, à mes yeux, c'était de la merde. C'était des Blancs qui regardaient des Noirs et des Arabes, qui en faisaient... Il y avait une forme de néocolonialisme où on disait « Oh, l'Arabe, il est une victime. Messieurs, merci, Monsieur Patrick, de m'aider. » Non, non, ça, c'est... Non, non. Donc, la première chose que je voulais, moi, en tant que Français d'origine maghrébine, tu vois, fils de parents algériens, tu vois, qui est analphabète et qui s'en est sorti en lisant et en bénéficiant de ce que la nation française peut donner à un enfant d'immigré qu'elle considère comme son enfant, eh ben, avec cette connaissance et avec ma personnalité, et après, ce que certains appelleront de l'arrogance, moi j'appelle ça de la confiance en moi, c'est pas la même chose, eh ben, avec ça, je me disais, je veux montrer qui sont les Arabes, qui sont les Noirs, qui sont des Français dans ce pays. Et que la supériorité, la suprématie coloniale, le paternalisme socialiste, je voulais m'en débarrasser. Moi, j'ai jamais marché dans la combine de touche pas mon pote, j'ai jamais marché dans ces combines-là. Moi, je sais que tous les mecs d'origine maghrébine, j'étais fou quand je voyais sur un plateau de télé un mec qui se pointait avec une casquette à l'envers et qui parlait « Wesh, tous mes potes ne parlent pas comme ça, bordel de merde, c'est des hommes d'affaires. » Certains sont des truands, mais aucun ne parle comme un idiot. La plupart ont lu Balzac, la plupart ont lu Hugo, Dumas, ils sont pétris de culture française, ils adorent Aznavour, certains même connaissent ses chansons par cœur. Et là, tout d'un coup, j'ai des abrutis avec une casquette à l'envers et qui, ouais, alors voilà, je vais te dire, non mais sérieux. Et là, je voulais casser ça. Et le personnage de Malik, qui était un croisement entre le Jean-Baptiste Grenouille de Suskind et le Pixote de Hector Babenco, cette combinaison-là, un arabe qui ne sait pas qu'il est arabe. Et il fait l'esclave, il baisse la tête. Il fait pas le bonhomme, il s'écrase. Et insidieusement, doucement, il ronge les fondations comme un rat et il prend le pouvoir. Non. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a quelqu'un que je vais citer. Oh, ça va faire grincer des dents, mais bon, c'est Woody Allen. Woody Allen dit la chose suivante, et c'est très très vrai. Avec un mauvais scénario, on fait forcément un mauvais film. Avec un très bon scénario, on peut faire un mauvais film. C'est tout. Tout est dit. Y a pas, et en France, la culture du scénariste n'est plus respectée. Dans le temps, en France, on avait des dialoguistes. Il y avait un mec qui était payé pour les dialogues. C'est incroyable. Quand on voit l'affiche des Enfants du Paradis, qu'est-ce qui est marqué? Les dialogues sont de monsieur Jacques Prévert. C'est beau. Le scénario est de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même l'espace d'écriture était squatté par plusieurs techniciens. C'est intéressant. Et aujourd'hui, alors après, il y a eu la nouvelle vague des critiques de cinéma. Certains étaient des génies. Hein. Godard est un génie. Je le mets au niveau d'un Griffiths, Godard. Après, il y a Truffaut. Je suis plus réservé sur Truffaut. Sincèrement, je suis très très réservé sur Truffaut. Et tous ces gens-là ont créé ce qu'on appelle la nouvelle vague. Et ils ont dit... Fuck les scénaristes, un film, c'est celui d'un réalisateur. Et les producteurs ont marché dans la combine. Pourquoi les producteurs ont marché dans la combine? Parce que tout d'un coup, ils ont un mec en face d'eux qui s'appelle Jean-Luc Godard. Il dit, le film, je l'écris, je le réalise, je le monte. Ouais, pour combien? Juste un salaire. Très bien. Plus besoin de s'emmerder avec un scénariste qui va nous casser les couilles avec sa vision. Plus besoin de s'emmerder avec un monteur. On a un handyman, un homme à tout faire qui va tout faire et qui est l'auteur-réalisateur. Orson Welles, on en parle souvent de la part des gens, les gens de la Nouvelle Vague se réfèrent à Orson Welles, mais Orson Welles, il l'a dit, il l'a dit très clairement, il a dit la politique des auteurs-réalisateurs en France, c'est de la connerie, c'est de la merde. Tous les grands cinéastes américains bossent avec un scénariste et le respectent. Quand on regarde le générique d'un film américain, au moment où le film débute, le dernier nom avant celui du metteur en scène, c'est celui du scénariste. Demandez à Scorsese ce qu'il pense des scénaristes. Demandez à Michael Mann. Michael Mann le dit, on lui dit « Est-ce que vous improvisez sur le tournage ?» Genre, le mec, il se l'a raconté, Godard ou Truffaut. Il dit « Non, tout est déjà dans le scénario. »
Demandez à Francis Ford Coppola si ça vaut pas le coup un scénario. Ah oui, oui, ça m'est arrivé sur un projet où j'avais écrit un scénario et le réalisateur l'a complètement saccagé, il a tout réduit à quelque chose de plat qui fait pchit comme dirait l'autre. Et du coup, ben, le film était en dessous de ce qu'on attendait. Mais il y a eu des très grands scénarios qui se sont cassés la gueule. Mais en général, à Hollywood, les patrons des studios sont des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, ils font gaffe. On ne touche pas à un scénario aussi facilement que ça. Il faut se rappeler qu'à Hollywood, le metteur en scène est un technicien. Celui qui compte, c'est l'auteur. C'est ça la vérité. Tout commence par l'écriture. Le Coran et la Bible, respectivement, sont lus et vénérés par 1,4 milliard d'êtres humains, 1,6 milliard dans le cas du Coran. C'est de l'écrit. C'est pas de la vidéo. Donc, tout commence par le verbe. Tout commence par le texte. En général, si le scénario est super, moi j'ai eu des collaborations avec des metteurs en scène, mais génial. Mais vraiment, où on discutait, on expliquait. Il y avait des choses que je voulais. Mais quand on vend, par exemple, ça a été mon cas sur le prophète. Un prophète, quand il est vendu à Audiard, Jacques me prévient, il me dit écoute, moi j'ai besoin de m'approprier le truc. J'ai besoin de m'approprier le personnage. Ok, pas de souci. Mais je lui dis, moi, il y a ça et ça auquel je tiens. Je lui dis ce que je veux retrouver. Et je le retrouve à l'écran. Et ça me va. Si j'avais voulu que le film m'appartienne totalement, je l'aurais mis en scène. Et au finish, le travail de scénariste demande une humilité avec soi-même. Si on veut briller en disant que c'est mon film, c'est simple. Il faut le réaliser. Moi, les Mesrines sont mes scénarios et mes films. Ce que je vois à l'écran, c'est... Et après, ce que je conseillerais aux jeunes scénaristes, c'est mettez-vous... mettez votre personnalité tellement dans l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit du Barbara, quand on écoute une chanson de Barbara, on sait que c'est Barbara. Quand elle est écrite, on sait. Quand on lit du Dabadi, du Jean-Loup Dabadi, c'est pas du Michel Audiard. La patte et la personnalité et le talent de ces auteurs sont tellement imprégnés dans leurs textes qu'on sait à qui on a affaire. Eh bien, un scénariste aujourd'hui, la meilleure chose que vous puissiez vendre en plus de vos histoires démentielles, c'est ce que vous êtes vous. C'est vous qui ferez la différence. Ah bah ça fait pitié. Ça fait pitié, c'est triste. Bah, il faut voir ce qui sort sur les écrans. Hein. Moi, je ne vais pas porter de jugement, je m'en fous, je ne m'occupe pas de ce que les autres font. Il y a des gens, ils font leur truc, ils font leur truc. Moi, aujourd'hui, je le dis, et c'est ce que j'ai toujours dit, moi, j'ai grandi avec la culture américaine du cinéma, les Asiatiques. Aujourd'hui, les plus grands scénaristes, il faut dire les choses très, très franchement, les plus grands scénaristes ne sont pas au cinéma, ils ne sont même pas dans les séries télé américaines. Les plus grands scénaristes, ils sont dans les comic books. C'est eux. Tu prends des Alan Moore, des Garth Ennis. D'ailleurs, aujourd'hui, l'industrie américaine, même HBO, quand ils font l'adaptation du Watchmen de Alan Moore, c'est brillantissime. Je crois que c'est le truc qui se rapproche. Alors, il y avait le film de Snyder que j'aime beaucoup, mais il se rapproche de quelque chose qui dit des choses. Là, ils ont adapté Lovecraft. Les grands scénaristes aujourd'hui, les grands inventeurs d'idées, ils sont dans les bandes dessinées américaines, dans les comic books, quoi. C'est là que on appelle ça de la nouvelle graphique pour certains, mais c'est extraordinaire ce que je... Oui, mais j'ai rien compris. J'ai lu le bouquin de Michel Chion, qui est un classique. Après, j'ai lu des trucs sur le scénario, j'ai pas compris. Alors je me suis dit, comment tu fais quand tu veux savoir quelque chose? Par exemple, comment on fait les saucisses? T'interroges pas le boulanger, t'interroges le boucher charcutier, il va t'expliquer comment on fait une saucisse, il va même t'emmener dans l'arrière-cour et te montrer comment on fait la saucisse. Donc je me suis dit, je vais lire des entretiens de grands scénaristes. J'en ai lu 2, et il y a des bouquins là-dessus. Oliver Stone, Paul Schrader. Paul Schrader dit une chose très très intéressante, c'est qu'il remet les choses vraiment à plat. Je me permets de le citer. Paul Schrader dit, c'est lui, hein, tous ces mots sont de lui. L'art du scénario n'est pas une affaire d'écriture. Il s'agit avant tout de raconter une histoire. Un scénario est plus proche de la bonne vieille histoire de votre grand-oncle parti chasser le canard et rentrer bredouille que de la grande littérature. Il n'est donc pas nécessaire d'être particulièrement doué en matière de maîtrise du langage
pour être un bon scénariste. Vous n'êtes pas des auteurs, vous n'êtes pas des écrivains. Vous racontez une histoire. C'est tout. Et le truc, c'est de savoir si vous êtes chiant ou passionnant. Moi, les 3/4 de mes histoires, les dialogues, tout ça, je les teste sur des amis, je leur raconte l'histoire. Quand j'ai commencé à imaginer un prophète, je le racontais à des potes qui avaient fait de la prison, des lascars, des vrais gros voyous. Ils me disaient, ah ouais, comment il s'en sort après avec les Corses? Et je voyais que ça prenait. Ils me disaient, là, tu vois, ça peut pas marcher, ces trucs-là. Et ils accompagnaient l'histoire. C'est un art oral de raconter l'histoire. Ou vous êtes doué ou vous n'êtes pas doué. Il y a des gens qui vont vous raconter une histoire drôle, vous allez sourire. Il y en a d'autres qui vont vous raconter la même histoire, ils vont la rendre hilarante et vous allez être en dessous de la chaise. Parce que l'interprétation et tout l'ensemble y est. Voilà. Et ça, c'est le travail Et moi, j'aime bien avancer parce que je viens de la rue, on n'est pas des intellectuels, on est très très intelligents et très malins, mais on n'est pas des intellectuels. Donc, on n'use pas de métaphore. Moi, quand j'ai lu le bouquin de Michel Chion, j'ai dit, ok, d'accord, je vois. Mais je le dis franchement, hein, j'ai pas honte, j'ai pigé que dalle. Donc, en plus, il prenait des exemples de films, Pauline à la plage. Pour un mec qui a grandi avec l'inspecteur Harry, c'est juste compliqué, quoi. Donc, je me suis dit, on va mettre ça de côté, puis je vais lire les entretiens des grands scénaristes américains. Et j'en ai lu plein. Et je me suis dit, ok, Schrader et Oliver Stone ont fait beaucoup pour moi, pour me lancer, me permettre de me lancer dans le métier. Et quand j'ai dû travailler sur l'adaptation de Mesrine, j'ai rencontré les gens qui l'avaient rencontré. J'avais lu le livre de Jacques Mesrine. Mais le problème de Jacques, c'est que c'est un bullshitter. Il raconte beaucoup de conneries. Il y a deux sortes de mythos. Il y a le mytho qui va en Afrique, il passe son temps sur la terrasse, il est au Kenya, il boit des daiquiris, il se tape des putes. Ok. Il revient en France et il raconte qu'il a chassé le tigre, qu'à un moment il s'est jeté sur le tigre avec un couteau et il l'a égorgé. Les gens, waouh! Ouais, mais je pense que c'était un tigre qui est un... Ça, c'est le mytho. Après, il y a une autre catégorie de mytho, c'est celle dans laquelle s'inscrit Jacques Mesrine. Il va en Afrique, il croise un tigre, il sort un couteau, il égorge le tigre. Il rentre, mais il raconte pas ça. Il raconte qu'effectivement, il a tué le tigre, mais que deux autres tigres sont arrivés et qu'il a dû se battre contre eux et qu'il a réussi à en égorger un et faire fuir l'autre. Alors que s'il se contente de la vérité, j'ai tué un seul tigre avec un couteau, c'est déjà beaucoup. Mais ça, c'est l'autre catégorie de mythos qui en rajoute. Donc, j'ai rencontré Charlie Bauer, Jeanne Schneider, et j'avais des certitudes parce que je suis un putain de bon menteur. Mais ça, je tiens ça de mon père. Donc, je suis un vrai putain de bon menteur et je vois quand il y a un mensonge, quand on me baratine, je le sens, ça, je le vois. Et dans le bouquin de Jacques, il y avait plein de points comme ça. Et je dis à Jeanne Schneider, qui était la dernière compagne qui est interprétée par Cécile de France dans le premier film, je dis à Jeanne, dis-moi Jeannot, il y a un moment où Jacques raconte que tu étais sous la coupe de deux proxénètes, qu'il les a ramenés, il les a butés, vous les avez enterrés ensemble. Elle me dit, mais très froidement, très durement, elle me dit, Abdel, si tu cherches à me faire dire que Jacques était un menteur, ça va pas bien se passer entre toi et moi. Je lui dis, ok Jeannot, ok. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Elle dit, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais eu de proxénète. Je ne veux pas salir, c'est des gens d'honneur. Je ne veux pas salir la mémoire d'un homme que j'ai aimé. Certes, il avait des défauts, mais tout ce que je peux te dire, c'est que moi, de mon côté, j'ai pas de proxénète. Donc je ne sais pas où il est allé les chercher. Mais je ne dis pas qu'il ment. Voilà. Et j'ai réussi à bâtir. Là, je suis en train de travailler sur l'adaptation d'un auteur français. Un mec extraordinaire. Ça va être mon prochain film en tant que réalisateur. J'en ai fait un premier. Peu de gens l'ont vu parce qu'il n'est sorti que dans 42 salles. Là, je me suis heurté. Comment on appelle ça? Le plafond de verre. C'était pour mon premier long métrage 1500 impur. Je peux le dire maintenant de manière, parce que j'ai fini par encaisser. Le film n'est sorti que dans 42 salles, pour la raison suivante, c'est que mon producteur, Marc Missonnier, ainsi que le programmateur ont appelé les exploitants de salles et beaucoup l'ont refusé. C'est pour ça que s'il y a un exploitant de salle, j'ai la liste de ceux qui ont refusé, dépose le bilan, j'ouvre une bouteille de champagne même si je ne bois pas. Et il leur a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas du film? Il est quand même, le film est violent. Normal, c'est un film sur la guerre d'Algérie, qu'est-ce que tu t'attends? Et la deuxième excuse qui revenait, elle est pas revenue 2 fois, elle est pas revenue 3 fois, elle est revenue 15 fois, c'est
Un film sur la guerre d'Algérie va nous amener une clientèle dont nous n'avons pas besoin. Voilà, c'est tout. Donc je ne te cache pas que quand je voyais sur Internet des exploitants de salles hurler parce qu'ils n'avaient pas Mulan, je rigolais quand même. Les mêmes qui disent « faut défendre l'exception culturelle française ». Voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas de rancœur, ça me fait marrer. Avec le recul, il faut en extraire le jus humoristique, sans amertume. On continue d'avancer. Voilà, comme disent les Américains, move on. Et pour mon prochain, je travaille sur l'adaptation d'un monsieur qui est un auteur, mais un vrai auteur, un romancier, qui est parti de zéro. Il s'appelle Jackie Schwartzman. Vraiment, c'est un mec, il a fait plein de métiers, il a vraiment vécu. Et il a écrit des romans qui sont hilarants. Et je me suis dit, mais comment adapter Et je me suis rappelé que j'avais lu une anecdote à propos de Stanley Kubrick et John Milius. Tu la connais? Ok. Stanley Kubrick, c'est une histoire vraie, appelle un jour John Milius. John Milius, scénariste d'Apocalypse Now, scénariste de Conan le Barbare et réalisateur de Conan le Barbare. Un mec très couillu, très riche en purée. Voilà. Un mec, John Milius, la série Rome sur HBO, c'est lui. Ok. Et Kubrick appelle John Milius et lui dit bonjour, j'ai entendu dire que vous étiez à Hollywood le spécialiste des armes. Il faut savoir que j'ai un ami qui a rencontré John Milius chez lui. Il a des flingues et des fusils partout. Voilà, c'est l'américain NRA, National Rifle Association. Lui, les armes, il est pour. Et Kubrick lui dit, bah voilà, je cherche un flingue, une arme de poing, parce que pour m'entraîner avec. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et John Milius lui dit, le Colt 45 modèle 1911. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en procurer un? L'autre lui dit, écoutez, le Colt 45 1911 est très recherché, lui dit John Milius. Ça va être compliqué parce que voilà, c'est cher. Et Kubrick lui dit, l'argent n'est pas un problème, mais je pose une condition, je veux que l'arme n'ait jamais servi. Alors c'est simple, c'est comme si moi demain je rentre dans une boutique de musique, je suis blindé de thunes et je demande un Stradivarius, un vrai qui n'a jamais servi, sur lequel aucun violoniste n'a posé son archet. C'est du n'importe quoi. Mais John Milius dit, ok, je relève le défi, je vais essayer de vous trouver ça. Il cherche, et il trouve un collectionneur texan qui a un Colt 45 modèle 1911 dans son emballage et il n'a jamais tiré une balle. Il appelle Kubrick, Kubrick lui envoie le pognon, tout le truc. L'autre lui fait suivre le Colt. Quelques semaines passent, quelques mois. Et John Milius décide de passer un coup de fil à Kubrick pour savoir comment il se sent avec le flingue. C'est vrai hein, ce que je raconte, j'ai l'air de le raconter comme ça en déconnant, mais c'est une histoire vraie. Et Kubrick lui dit c'est génial, j'ai rectifié le viseur, j'ai déplacé la mire d'1,5 millimètre. La crosse en perle, je l'ai remplacée par de l'acajou et la gâchette, je l'ai remplacée par du titane. Et Milius, il est comme ça, il est catastrophé. Comme disaient les mecs de quartier, il est zaef, il est dégoûté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez flingué l'objet! Vous l'avez dénaturé! Et Kubrick, très calmement, lui répond, non, je l'ai amélioré. Et bien l'adaptation d'un livre, c'est ça. Tu déconstruis et tu reconstruis. Voilà pourquoi on passe du livre au film, au scénario pour en faire le film, et voilà pourquoi les gens sont déçus parce qu'ils ne retrouvent pas le livre. De la même manière que John Milius ne retrouvait pas le Colt 45 1911. Alors, j'ai une très grande admiration pour George C. Scott, qui est un acteur exceptionnel. Bien sûr pour Paul Schrader, c'est un scénariste, un grand scénariste, hein, il a fait Taxi Driver, La dernière tentation du Christ, enfin c'est un monsieur exceptionnel et il est devenu metteur en scène. Voilà. Et Hardcore est un de ses films les plus émouvants et les plus puissants. C'est un papa qui est conservateur, protestant, très rigoriste et sa fille disparaît et il apprend qu'elle est dans les circuits du cinéma porno et il va la chercher et il va découvrir un monde qu'il n'a jamais vu.
c'est le porno. C'est un Amish quasiment, le mec, il vit dans un endroit très protégé, tout ça, loin, à la campagne, loin de l'Amérique urbaine. Et là, il va découvrir le monde du porno et il va être à la recherche de sa fille. Et petit à petit, il va évoluer et il va s'ouvrir parce qu'il va être guidé par une nana jeune, presque aussi jeune que sa fille, et qui va être un peu son guide dans ce labyrinthe des gens glauques et tout ça. C'est un film magistral qui n'a pas pris une ride. Hardcore. Ça, c'est... Ah John Boorman, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. John Boorman est un monsieur exceptionnel et Duel dans le Pacifique est un film muet. Alors voilà, c'est un Japonais et un Américain pendant la Seconde Guerre mondiale qui atterrissent involontairement sur une île déserte et ils vont continuer à poursuivre la guerre entre l'Amérique et le Japon. Et ils vont finir petit à petit par se domestiquer. Alors bien sûr, le japonais, c'est Toshiro Mifune, il ne parle pas un mot d'américain. D'ailleurs, John Boorman avait besoin d'un traducteur. Un traducteur qui faisait défaut à John Boorman sur le tournage, parce qu'il y a des choses qu'un occidental peut dire à un autre occidental, il ne va pas s'en émouvoir. Mais il y a des choses qu'un occidental ne peut pas dire à un dieu japonais. Et le traducteur regardait Toshiro Mifune comme un dieu japonais. Donc, quand Boorman disait des choses, il y avait... Comment dire, la traduction ne fonctionnait pas vraiment parce que l'autre essayait de rabaisser et Toshiro Mifune a quand même navigué à vue. Ça en dit long sur la direction d'acteur. Et Lee Marvin était, époustouflant, exceptionnel et il avait un immense respect pour Toshiro Mifune et il a réussi à se tenir droit parce qu'un tournage avec Lee Marvin n'est pas évident. Vous pouvez poser la question à Richard Brooks. Et la musique est de Lalo Schifrin qui fera le fameux thème de Mission Impossible. Non, non. C'est plus ambitieux, j'explique. Les choses que vous ne pouvez pas faire passer par le dialogue, vous devez forcément trouver une idée visuelle. Ça, c'est l'art du muet. Moi, souvent, m'est arrivé de croiser des acteurs qui me disaient, par exemple sur Braco, sur des séries que j'ai écrites, ils disent « Oh, j'ai pas beaucoup de dialogue !» Je dis « Charlie Chaplin non plus, il n'en a jamais eu et il a fait une carrière. » Ah, moi, j'ai une grande admiration pour William Friedkin et pour Sam Peckinpah et surtout Walon Green, qui est un très très grand scénariste, très intelligent. Alors, les deux films sont très intéressants. Moi, la première fois que... C'est-à-dire que j'ai grandi, je suis né en 64, j'ai grandi à la télévision avec John Wayne. Un jour, j'ai vu La Horde sauvage. J'ai dit, fuck John Wayne. Le Far West, c'est ça. Les deux grands westerns qui m'ont explosé la tronche, c'est La Horde sauvage, parce qu'on voyait la réalité de la violence américaine et de ce qu'était le Far West, la cruauté de ces individus, et l'autre, c'est Il était une fois dans l'Ouest. C'est deux chefs-d'œuvre absolus. Et l'autre est intéressant, Sorcerer. Il y a une histoire autour de Sorcerer, vous allez comprendre. William Friedkin est un immense metteur en scène au moment où il se lance dans le remake du Salaire de la peur. Tout le monde a vu ce film en noir et blanc français avec Yves Montand et Charles Vanel. Et il décide de faire un remake. L'anecdote est assez juteuse. William Friedkin fera son mea culpa des décennies plus tard. Les décors naturels sont époustouflants. L'endroit où il est allé tourner, c'est époustouflant. Et William Friedkin raconte que dans le rôle qui sera tenu par Roy Scheider au finish, il avait sollicité Steve McQueen. Et dans le rôle qui est tenu par Bruno Kremer, le rôle du français, il avait sollicité Lino Ventura. Et tu vas voir, c'est là que c'est intéressant parce qu'à une époque, nous les Français, nous les gens du cinéma français, on était ultra respectés. J'explique. Friedkin va voir Steve McQueen. Et Steve McQueen lui dit qui va jouer le français. Et Friedkin, sans aucune assurance, déclare ce sera Lino Ventura. Et Steve McQueen dit waouh, t'es sûr, t'as son accord? Oui. Je veux une lettre qui le prouve. Si Lino Ventura fait le film, moi Steve McQueen, je signe. C'est génial. Friedkin, qui à l'époque, je crois qu'il était encore marié à Jeanne Moreau, se rend en France. Et il vient voir Lino Ventura. Et Lino Ventura lui dit qui sera le premier rôle. Il dit il n'y a pas de premier rôle, vous serez quasiment à égalité. Et il rêve de travailler avec vous, c'est Steve McQueen. Et Lino Ventura dit ok.
si j'ai l'assurance que c'est lui. Eh bien lui, il m'a demandé d'avoir votre accord si c'était lui. Ventura fait le courrier, l'autre le présente à Steve McQueen, Steve McQueen dit OK. C'est là que la vraie vie se mêle au truc. McQueen, il vient de tomber amoureux d'Ali McGraw. Il ne veut pas quitter les États-Unis, partir au fin fond de la jungle pendant des mois avec un fou comme William Friedkin. Et il lui dit, j'aimerais bien que tu embauches ma femme. L'autre, il lui dit, mais Friedkin s'énerve. Et il lui dit, écoute, il n'y a pas de rôle féminin. Mais en fait, Friedkin l'a compris des années après. McQueen voulait juste, par exemple, qu'elle ait un poste de producteur exécutif ou d'assistante, n'importe quoi, qui justifie sa présence sur un plateau et sur les fiches de paie du film. Et il s'est énervé, il a dit « Eh ben c'est comme ça, tu bosses pas avec moi ». Donc il a perdu Steve McQueen, il a perdu Bruno Kremer, et William Friedkin, qui est un monsieur d'une très grande classe, a déclaré « J'étais persuadé, j'étais arrogant, j'étais sûr de moi, j'avais plein de succès, j'avais la grosse tête, j'étais persuadé que les décors feraient chavirer tout le monde et que j'avais pas besoin de Steve McQueen. J'ai juste oublié une chose, il n'y a aucun décor, aucun paysage au monde qui est plus beau qu'un gros plan en cinémascope du visage de Steve McQueen. » C'est dommage, hein. Le film aurait été tout autre, mais je l'aime beaucoup. Et je vais te dire, j'ai acheté cette édition pour l'avoir à Paris parce que je vis aussi à Lille. Et à Lille, j'ai acheté la plus grosse édition. Comme ça, si une baraque sur deux brûle, il me reste toujours une très très bonne version. Oh, j'adore. Les gens ne le savent pas parce que ça ne se voit pas dans ce que j'ai écrit. J'ai une grosse admiration pour le cinéma de Philippe de Broca. Et c'est de la très grande comédie. J'aime beaucoup Gérard Houry, j'aime beaucoup Philippe de Broca. Il y a Le Magnifique. Alors en France, il y a un humour que je déteste. Il y a un mec malin et il y a un teubé. Et le mec malin, il rigole avec les gens du teubé. Ça me dégoûte. C'est du processus d'humiliation. Les anglo-saxons, ils rigolent d'eux-mêmes. Benny Hill, s'il y a un type qui s'est le plus ridiculisé dans ses fictions, c'est Benny Hill, Mr Bean, qui sont des gens très très intelligents en plus de ça. On va prendre Larry David, le créateur de Seinfeld, la série qu'il fait pour HBO qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Il se ridiculise, il se montre sous un très très mauvais jour, sale mec. Et bien là, Belmondo, il joue un écrivain. Donc là, vous voyez un écrivain qui écrit des romans de gare avec c'est du SAS en fait. Le clin d'œil est fait à SAS, au bouquin de Gérard de Villiers, et il a une vie de merde. La vie de Jean-Paul Belmondo, le personnage qu'il joue de l'écrivain, c'est votre vie si vous décidez de devenir scénariste. Je vous le dis tout de suite. Et si vous n'avez pas de succès. Et il fantasme un personnage, Bob Sinclair, qui est un James Bond. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, c'était avec ma maman. Et ma maman, c'était à la télévision. Ma maman ne comprend pas le français à l'époque. Et elle comprenait tout. On en revient au muet. Parce que quand elle avait compris, elle avait saisi toute l'architecture du personnage dans sa bêtise. Le type qu'on agrippe, l'espion qui meurt, on l'agrippe avec un crochet, on le balance dans la mer, il se fait bouffer par un requin dans une cabine téléphonique. Et Belmondo qui marche comme ça, les femmes le regardent. Et ma mère, elle me disait en arabe, Mlih, hein, Jean-Paul Belmondo, ça veut dire il est beau. Hein. Et puis il perd sa dent au poison. C'est extraordinaire. Et Le Magnifique, ça reste un chef-d'œuvre absolu. De Broca, c'est un très très grand monsieur. Ça, c'est extraordinaire. Alors là, la formule des scénarios est très intéressante. C'est ce qu'on appelle la formule, ce que les Américains appellent la formule ABA. C'est très intéressant. Je ne savais même pas que ça existait, je l'ai découvert avec Le Solitaire. La formule ABA, c'est « Je suis un truand qui travaille tout seul, j'ai des règles bien précises, personne ne m'emmerde, je suis un solitaire. J'ai un projet, il ne regarde que moi, je n'ai pas d'associé, je travaille avec les mêmes partenaires depuis 30 ans, les mêmes fournisseurs, je fais les coûts que je choisis et je vends ce que je veux vendre et personne ne paye mes additions ou m'invite à bouffer. » Formule A. Je suis ce que je suis. I am what I am. Formule B. Je commence à avoir des partenaires, des mafieux. Je décide d'avoir une femme, cette femme décide d'avoir un bébé, on adopte. Je commence à changer, je commence à devenir un petit bourgeois, un bobo, qui fait des coups, qui est malin. Mais tout d'un coup, je commence à avoir les flics qui s'approchent de moi. Et tout mon petit monde, les règles que j'observais, des règles très ascètes de confinement,
mentale, émotionnelle, m'amènent des intrus qui foutent la merde. Et ils me mettent au pas. Je vais les niquer. Je reviens à la Formule A. C'est ce qu'on voit aussi dans Hit, hein. Il refait un peu ça dans Hit. Michael Mann est un immense monsieur et il n'est jamais tombé dans la facilité. C'est The Thief. Alors ils l'ont appelé en français le solitaire, ce qui est vrai, hein, mais en anglais c'est The Thief, le voleur. Mais c'est magnifique. Magnifique. Quel film. Très belle édition en plus, hein, je vous la recommande. Là, vous allez apprendre sur la construction du personnage. C'est fou. Il y a Tuesday Wild, il y a de la très très bonne musique en plus. C'est Michael Mann. Voilà. Que les choses soient bien claires. Pour moi, il y a Godard et il y a Maurice Pialat. Voilà, c'est ça le cinéma français. Alors vous allez me parler de Truffaut, François. C'est mon opinion, ça ne regarde que moi, ça n'engage pas qui que ce soit, c'est tout. Moi, Maurice Pialat est le plus grand cinéaste français du XXe siècle. C'est un très très grand monsieur. Certes, il paraît qu'il avait un caractère de merde. Certes, ni Dieu ni maître, et que c'était un enfoiré. Je m'en tape. Je m'en tape. Le monde n'a pas été fabriqué avec des gens sympathiques. Le cinéma n'est pas fait avec des gens sympathiques. Mais en quoi le scénario de celui-ci t'intéresse particulièrement? J'ai appris sur les rapports hommes et femmes. C'est une histoire d'amour. En fait, ce type-là, Jean-Yann, il n'arrête pas d'insulter Marlène Jobert. C'est incroyable de voir comment elle encaisse. Il n'arrête pas de l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dépendant d'elle. Elle, on a l'impression qu'elle est dépendante de lui pendant tout le film. Mais lui, il cherche à se carapassonner. Il cherche à avoir un contrôle sur la femme. D'une certaine façon, c'est un pauvre type. Mais Jean-Yann évite l'écueil du pauvre type, comme il l'a évité dans Le Boucher, qui est un chef-d'œuvre de Chabrol. Et je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit, mais merde! J'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi elle encaisse tout ça, Marlène Jobert? Pourquoi elle se laisse faire? En même temps, c'était sa marque de fabrique. Il faut revoir Le Passager de la pluie. Elle a souvent joué les femmes entre guillemets soumises, mais très fortes. C'est une femme très forte. C'est une actrice incroyable, même si ça saute pas aux yeux parce qu'elle fait les choses en filigrane et en discrétion. Et Jean-Yann, en fait, il est dingue amoureux d'elle. Il le sait et ça le tue. Ça le tue. Et il passe son temps à l'humilier parce qu'il sait qu'elle est beaucoup plus belle, qu'il ne la mérite pas, qu'elle est plus forte que lui. C'est une des déclarations d'amour les plus ambiguës du cinéma français. Et c'est tellement beau. On pourrait s'arrêter au premier degré. Qu'est-ce que c'est que ce connard qui parle mal à une femme? Mais non. Ce qui est intéressant, c'est toute la souffrance qu'il porte en lui. Et il n'est jamais violent, hein, parce que moi, un type violent avec une femme, ça passe pas. Hein, mais il n'est pas violent, il est dur. Il est impitoyable. Mais quelle tristesse vers la fin du film. Ça, c'est Maurice Pialat. Ça, si vous devez savoir ce que c'est que l'immigration, d'être un étranger dans un pays qui ne veut pas de vous, et pourtant vous faites tout pour vous y intégrer, vous n'y êtes pas né. Moi, je n'ai pas besoin d'intégrer en France, je suis né en France, je suis français. Le fils à Sarkozy, il est né en France, ok, moi aussi, donc il n'y a pas de différence. Voilà, donc moi, la famille Chirac est née en France, moi aussi, donc là, il y a un droit du sol en France, donc je suis français, j'ai pas besoin de m'intégrer. Mais imaginons que j'arrive à l'âge de 15-20 ans en France, là, j'ai besoin de m'intégrer, là, j'ai besoin de... Et je ne suis pas le bienvenu. Et ce mec-là, c'est un serveur. Nino Manfredi est un des plus grands acteurs italiens, Nino Manfredi. Et là, il joue un mec qui est serveur dans un restaurant en Suisse alémanique. Et c'est extraordinaire. Il y a une réplique, je vous la donne tout de suite. Hein. Je vous divulgage pas le truc, mais je vous la donne. Il est sur le point d'être expulsé. Et il est dans le train avec ses potes italiens, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont reconduits à la frontière. Et tout d'un coup, on entend une nouvelle et un de ses potes italiens, il lui dit « Hé, t'as entendu, ils ont donné ton nom !» Donc c'est la Suisse alémanique, c'est de la Suisse allemande. Et il lui dit « Vas-y !» Et lui, il est découragé, il veut plus rester. On m'expulse, ok, je reste dans le train. Et la réplique est super parce que l'autre lui dit « Mais vas-y !» L'autre il dit, et l'autre insiste et lui dit « C'est peut-être une bonne nouvelle !» Et là, Nino Manfredi lui balance en italien, il fait « T'as déjà entendu une bonne nouvelle en allemand ?» Ah!
putain, Sergio Leone. Alors, ce film-là, la première fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans, c'était en 1978, dans une salle de cinéma à Annaba, en Algérie. Quand j'étais gamin, on allait en Algérie. Je l'ai vu en VF. C'est la plus belle projo de toute ma vie. Il faut voir le public algérien en 1978, c'est... Bon, il n'y a que des hommes. Les femmes n'allaient pas au cinéma. Bon, ou alors elles étaient accompagnées de leurs copains. Et la salle, dès que Lee Van Cleef apparaissait à l'écran, alors avec les gros plans de Sergio Leone, tout le monde sifflait. Quand Eli Wallach arrivait, tout le monde rigolait. Tout le monde à cette époque-là, en Algérie, bon, on était l'indépendance en 62, les Algériens en 78 parlaient encore très très bien le français. Aujourd'hui aussi, hein, ils le parlent très très bien parce que voilà, on a quand même passé 135 ans chez mes parents dans leur pays, donc on a laissé des traces, et de bonnes comme de mauvaises. Bref, et dans la salle, je regarde Le Bon et la Brute et le Truand pour la première fois de ma vie, et je découvre un humour, un cinéma. Il y a des personnages roublards qui sont ni tout blancs, ni tout noirs, qui ont des zones d'obscurité incroyables. Eli Wallach est une ordure, Blandin, Clint Eastwood, il n'est pas mieux. Et l'ordure absolue, c'est Lee Van Cleef, quoi. Hitler, c'est Lee Van Cleef. Et c'est extraordinaire comment ces mecs-là, qui sont des truands, il y a une scène qui m'a marqué, et qui a peut-être fait pencher mon empathie pour les hors-la-loi, les truands. Il y a une scène où ils sont en train d'assister à une bataille, Eli Wallach et Clint Eastwood. Ils assistent à une bataille entre nordistes et sudistes. Et Eli Wallach, qui est un truand, qui a tué plein de gens, il regarde avec Clint Eastwood tous ces soldats jeunes qui se fracassent et qui meurent. Et Eli Wallach dit « Waouh ! J'ai jamais vu de toute ma vie autant de gens mourir sur une seule après-midi. » Alors qu'il en a tué. Ben, c'est l'histoire de la vie. Hein. C'est qu'il y a des gens, ils font un film, ils disparaissent. J'ai appris récemment que le réalisateur d'American History X revenait 20 ans après pour faire un deuxième film. C'est la vie. Il y a un moment, il y a un truc, les gens croient qu'un artiste, c'est un distributeur de confiserie. La prochaine va être encore meilleure que la précédente. Ah bah tiens, je vais prendre cette marque-là, je sais qu'elle est bonne. Non, non. Il y a la vie. C'est-à-dire, il faut bouffer, on tombe amoureux, on est déçu, on fait des dépressions, on perd des gens. Donc, il a disparu, mais Ridley Scott est resté. Il y a une histoire très très intéressante, c'est le chef opérateur. C'est pas le scénariste qu'il faut suivre sur cette affaire. Et les gens ne le savent pas. Et ça a été... le chef opérateur est un des duellistes. Le film est époustouflant. Époustouflant. L'histoire est tirée d'un roman de Conrad. C'est une histoire vraie sur laquelle s'est appuyé Conrad. Harvey Keitel et Keith Carradine sont époustouflants. Harvey Keitel est juste dément. Et la reconstitution napoléonienne. Et Ridley Scott a un chef opérateur. Les images, elles sont... Waouh! Chaque plan, c'est un tableau. Je le mets au même niveau qu'un Barry Lyndon, au niveau de la lumière. Et tu sais quoi? Le chef opérateur, qui est maintenant à la retraite, tu sais ce qu'il a déclaré? Bon, je vais vous le dire maintenant. Hein. De toute façon, je suis à la retraite. C'est pas moi qui ai éclairé le film, c'est Ridley. Il a fait tout le boulot. Et il n'a jamais rien dit. Et grâce à ça, j'ai bossé toute ma vie. Grâce au duelliste. C'est Ridley Scott qui a fait le taf. Et ouais. Et il n'a jamais rien dit. Grosse classe. Bien sûr. La vie a un impact. La vie réelle. Pas la vie du show business, des trucs, des films, tout ça. La vie réelle, elle a un impact. Elle a un impact. On a demandé un jour, je crois, c'est à Keith Richards ou à Mick Jagger ou à Paul McCartney, je ne sais plus. On leur a demandé qu'est-ce qui fait que autant d'années après, vous êtes encore en train de faire de la musique. Et ils disent parce qu'on l'entend encore là. Le jour où ça ne fonctionne plus, il faut s'arrêter. Ça ne dure pas. C'est-à-dire que même Jean-Paul Belmondo l'a dit. Il a dit quand le vedettariat, la gloire, le talent vous arrive, il faut en prendre soin et respecter. Il faut baisser la tête et être humble devant ça.
parce que ça ne durera pas. Une vie d'être humain, c'est court. Aujourd'hui, on a une grande espérance de vie, mais une vie d'être humain, c'est déjà court biologiquement. Mais sur le plan du talent, c'est encore plus court. Alors, Boardwalk Empire, j'ai eu la chance de rencontrer Terence Winter, grâce à mon cousin Mounir. Merci Mounir. J'ai rencontré Terence Winter, j'ai passé une demi-heure à discuter avec lui. C'était avant qu'il écrive le film sur Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. Et on a discuté scénario, on a discuté cinéma, on a discuté de son rapport avec Martin Scorsese. Et Boardwalk Empire raconte l'histoire vraie, avec des nuances de romance, de la conquête d'Atlantic City, par le personnage qui est joué par Steve Buscemi. Et il faut savoir que j'ai écrit une histoire produite par un producteur français, enfin plus italien que français, Fabio Conversi, et qui s'appelle Francia Nostra, où je retrace l'histoire vraie. On attend de la vendre, on attend qu'un diffuseur nous dise oui, c'est l'équivalent du Boardwalk Empire, et c'est l'équivalent français, et tout est vrai. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Étienne Léandri. Étienne Léandri a démarré comme danseur mondain dans les années 20-30, il avait 18 ans, il séduisait des vieilles dames, c'était un gigolo, un Julo casse-croûte, et il va attirer l'attention de deux mecs, Carbone et Spirito. Et par la suite, Étienne Léandri va travailler avec Lucky Luciano. Par la suite, Étienne Léandri, grâce à ses contacts qu'il a obtenus avec Lucky Luciano, c'est une histoire vraie, hein, il va créer la French Connection. Par la suite, Étienne Léandri va financer la carrière d'un homme politique qui prétendra l'avoir rencontré 2 ou 3 fois et qui s'appelle Charles Pasqua. Étienne Léandri va être à la tête du sac. Étienne Léandri va devenir l'oreille privée d'un certain François Mitterrand. Il va se baiser Marlène Dietrich. Il va s'acheter une villa en Espagne à côté d'un roi d'Arabie Saoudite pour lequel il est, pour le compte duquel il est le négociateur, le go-between entre le gouvernement français pour la vente des armes. Étienne Léandri sera un jour le numéro 3 de la tour Elf, la fameuse affaire avec le floc Prigent. Okay, Étienne Léandri a un parcours dans les années 40, il collabora avec la Gestapo. Il ne dénoncera pas de juifs, mais il travaillera sur le pillage de la France grâce aux gens de la Gestapo. Intéressant. Il croisera la route des gars de la Carlingue, de la rue Lauriston. Intéressant. Donc, et Étienne Léandri, c'est à peu près le même physique que Steve Buscemi. Il ne tirera jamais un coup de feu et il ne passera que quelques jours en prison tout au long de sa carrière. Intéressant. Et il ne tuera jamais personne. Mais il finira très puissant. Il disparaîtra de sa belle mort. Et c'est son histoire et que je veux raconter dans une série télé fleuve sur 4 ou 5 saisons. C'est pour ça que j'envie Terence Winter d'avoir réussi à faire ce chef-d'œuvre. Un épisode en particulier qui m'a marqué. Ça se passe dans un club de gentlemen à Londres. Et il y a un type qui n'arrête pas de parler, un peu comme moi. Bla 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 bla. Et il y a un bourgeois qui est là et qui en a marre de l'entendre. Et il fait un pari avec lui. Il lui dit, je vous parie une somme indécente que vous ne serez pas capable de fermer votre bouche sans en faire jaillir un seul mot pendant 1 an. Tous les gentlemen se dressent. Le type, le beau parleur, est un mec qui est aux abois financièrement. S'il parle beaucoup, c'est pour essayer de se faire remarquer et qu'un gentleman monte une affaire avec lui, mais aucun de ces gentlemen n'est dupe. Ils ne sont pas devenus riches en étant idiots. Bref, le pari est organisé. On installe dans le club de gentlemen, donc unité de temps, unité de lieu, on installe une cage où il sera pourvu aux besoins de ce monsieur et quelqu'un qui le surveille en permanence pour voir s'il va sortir un seul mot. Il sort un seul mot, il a perdu. Et il est incarné pour communiquer s'il a besoin de quelque chose, mais pas un mot. À la fin de l'épisode, c'est extraordinaire, ça dure 26 minutes. Réussir à faire aussi fort en 26 minutes, on voit au fil des épisodes, le riche qui a lancé le pari, il se met à transpirer. Il hyperventile parce que les mois passent
et il va devoir verser une somme indécente parce que l'autre, il ferme sa gueule. Et il faut voir les costumes, tout. Hein. Et il le convainc. Il lui dit, ok, je vous donne la moitié de la somme, mais dites un mot. Et je vous verse tout de suite. Et l'autre, très arrogant, en plus de faire non, il écrit no. Et le dernier jour arrive, tout le monde applaudit. Le type, le riche qui a lancé le pari est consterné. Et l'autre a gagné. Et les autres lui disent, allons, un peu de tenue, vous avez perdu, mais essayez de ne pas faire de long face, quoi, cette tête de déterré. Et l'autre s'approche et il dit, je suis désolé, je ne pourrai pas honorer la dette, je suis ruiné depuis 1 an. Et l'autre ouvre, et en fait, il s'est coupé la langue, il s'est coupé les cordes vocales. Parce qu'il savait qu'il ne tiendrait pas. Voilà, quoi. Et ça, c'est une des nombreuses histoires hallucinantes. Rod Serling, des génies, ces gens-là. Et on voit plein d'acteurs qui ont démarré. Il y a des épisodes avec Charles Bronson, il y a un épisode avec Robert Redford, à ses tout débuts. Respect. Je ne vais pas m'éterniser, tout le monde, ceux qui regardent savent ce que vaut Les Sopranos, ce que vaut cette série. Je vais juste citer un critique américain qui a dit à propos des Sopranos, il a dit « Les Sopranos, c'est la chapelle Sixtine des séries. » Tout est dit. C'est qu'ils aient réussi à mener cette entreprise parce qu'on voit les enfants de Tony vieillir, enfin de garder le casting sans qu'il n'y en ait aucun qui disparaisse et qu'ils forment une famille, mais époustouflant. Là, on est dans l'aventure humaine. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que David Chase voulait devenir cinéaste, scénariste de cinéma. Il voulait faire des films. Et les séries télé, ça ne lui parlait pas. Et il a fait une série télé qui vaut mais des centaines de films. Un objet culturel hallucinant. Là aussi, j'ai le coffret Blu-ray qui est à Lille et j'ai un autre coffret Blu-ray qui est à Paris. On ne sait jamais. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, David Chase. Et qui a formé Terence Winter, qui fera cette fameuse série. Et qui a formé aussi le scénariste, dont je ne me souviens plus du nom, qui a fait la série Mad Men. Voilà, c'est-à-dire que tous ces mecs-là ont débarré sous la férule de David Chase. C'est intéressant, hein. Et quand j'ai rencontré Terence Winter, il m'a dit à propos de... Je lui ai dit, mais comment ça se passe, le travail avec David Chase? Il fait, on n'écrit pas, on parle. On se raconte nos anecdotes. Par exemple, et les anecdotes de vie. Il dit, ah bon, David Chase raconte par exemple qu'un soir, il était aux toilettes, tout ça, puis bon, il raconte ce qui se passe, et puis en fait, la scène se retrouve dans la série, mais avec les personnages de mafieux. Et il y avait un scénariste qui disait, moi, j'avais rencard avec une nana, je suis arrivé en retard, elle m'a jeté le steak à la tête. Ça te rappelle quelque chose? Et bien, la scène se retrouve dans un épisode de Sopranos. En fait, si elle pue autant la vie, si elle est aussi vraie, cette série, et ce qui arrive à ces personnages, c'est parce qu'elle est pétrie et nourrie de ce dont Terence Winter me parlait, c'est-à-dire les anecdotes de vie de chacun des scénaristes de la série. C'est dingue, hein? Là, pour arriver à ce niveau-là, j'ai encore plusieurs années devant moi si je ne m'effondre pas avant, quoi. Mais c'est très beau. Respect.